Vous écoutez les podcasts de Wati. Elle est la première femme graffeuse au Sénégal. Elle est aussi chargée de communication à Africulture Urban. Elle est slameuse, chanteuse, rappeuse au sein du groupe Duo et Salangari. Elle est aussi activiste pour des causes sociales, environnementales, politiques, féministes. Bonjour Zenix. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va très bien. On va parler d'abord de ton premier art, qui est le graffiti. Lorsqu'on parle de graffiti au Sénégal, on pense à des pionniers comme Docta. Il y a des institutions comme Africulture Urban qui promeuvent aussi les artistes de manière générale et les graffeurs en particulier. Comment ces personnes et ces institutions ont influencé ton parcours? Alors, avant, je peignais, tout simplement. J'ai découvert le graffiti en 2007 et je m'y suis intéressée. Quand j'ai voulu m'y pencher, on m'a redirigée vers l'association Africulture Urban. Alors c'est là que je suis venue avec Al-Mokhtar Graphics qui était à l'époque le graffeur maison. Je suis arrivée, j'ai dit que ouais, salut, je voudrais apprendre à faire du graffiti. Donc c'est là que tout a commencé. Donc fin 2007, début 2008, j'ai commencé à apprendre le graffiti avec Graphics. J'ai commencé aussi à intégrer l'association Africulture Urban, à me pencher un peu plus sur le hip-hop et les cultures urbaines. Ça a commencé à m'intéresser parce que bon, quand on fait une chose, il est bien de savoir dans quoi vraiment on s'engouffre en fait, pour savoir si les causes qu'on veut défendre sont nobles et qu'est-ce qu'on veut faire au juste. Alors c'est comme ça que tout a commencé. C'est par la suite que j'ai connu Docta et les membres du RBS Crew, Mazo, Kingmo, Craft et tout ça, les Diablos, Bograph. Et au fur et à mesure, voilà, on a cheminé ensemble, continué à faire des choses ensemble et je crois que, ouais, jusque-là, on continue à faire des choses ensemble. Alors oui, j'ai tout appris à Africulture Urban, que ce soit le slam, le graffiti. Tout mon engagement vient de là aussi, parce que il y a toujours quelque part où on puise cette énergie-là qui nous booste, qui fait que, voilà, toute cette effervescence, en fait, ça vient de quelque part. Et pour moi, c'est Africulture Urban. À ton avis, pourquoi le hip-hop a été si populaire dans la jeunesse sénégalaise? C'est la forme d'art qui parle le plus aux jeunes. Voilà, c'est frais, c'est direct. Il n'y a pas toujours anguille sous roche dans les textes ou dans les visuels. On connaît des rappeurs, le fait qu'ils soient plus ou moins cash, quoi. Donc, quand les jeunes s'identifient à un mouvement, il y a forcément une raison. C'est-à-dire que c'est peut-être dû à un événement, c'est peut-être dû à... Il y a aussi le mood, il y a des gens, ils sont beaucoup plus... voilà, ils sont tendance hip-hop. Penses-tu que c'est aussi parce que c'est un canal d'expression politique? Parce qu'on a vu que dans l'histoire du Sénégal, les mouvements hip-hop ont toujours été beaucoup liés à la politique. Bah oui, en partie, parce que c'est un canal d'expression quand même qui offre pas mal de possibilités. C'est-à-dire que quand tu arrives à toucher le plus grand nombre via un canal, je pense qu'à ce moment-là, tu peux mesurer l'impact, son importance. Mais il y a aussi d'autres points parfois qu'on oublie de soulever. Par exemple, le côté spirituel, le côté religieux et tout ça. Si on prend l'exemple de Daddy Bibson qui a chanté Baïnias, les Bidéo Boubès et tout ça. Toutes ces personnes-là, tous ces artistes-là font partie du mouvement hip-hop. Et c'est un canal aussi qui leur a permis d'échanger avec ces jeunes-là, de passer aussi leur message. Donc pour moi, c'est pas que politique, c'est aussi social, c'est aussi spirituel, religieux, c'est aussi culturel, en fait. Je reviens sur ce que tu dis sur le plan social. Oui. Vous, ici, Africulture Urban, vous l'utilisez aussi comme un moyen de réinsérer les anciens détenus et de leur offrir une deuxième chance dans la société. Comment vous parvenez à le faire? C'est dans le cadre du partage, en fait. C'est dans le cadre du partage et oui, ce projet-là s'appelle Yuma.
le Youth Urban Media Academy, qui a eu 2 éditions. Et pour ces 2 éditions-là, nous avons eu 14 jeunes ex-détenus de la maison d'arrêt Forbé. Bon, maison de correction pour mineurs Forbé, et qui aujourd'hui a pu aider des jeunes à une bonne réinsertion sociale au sein de leur communauté. C'est-à-dire que on a un regard particulier au Sénégal par rapport à l'incarcération, par rapport aux prisons et tout ça, alors que on oublie toujours que l'erreur est humaine. Donc ces jeunes-là ont droit à une deuxième chance. C'est pour cette raison que cela a été créé, ce projet-là, le Youth Urban Media Academy, qui les a accompagnés pendant une durée bien déterminée sur des formations en audiovisuel. Donc il y avait un bon nombre de cohortes, dont le français, l'anglais, la musique assistée par ordinateur, le community management, social living, photo, vidéo, graphisme, infographie, informatique. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, je ne dirais pas qu'ils ont tiré un trait sur leur passé, mais ont quand même pu tourner la page et vivre tranquillement au sein de leur communauté. Voilà, l'entourage, la famille et tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont réussi, qui arrivent à faire des choses. Ouais, j'appellerais ça un bel exemple de réussite pour ces jeunes-là, oui. Est-ce qu'il y a un exemple que tu peux partager avec nous, une histoire qui t'a marqué parmi ces jeunes-là? Oui, il y a l'histoire de Mas Massali. Lui, c'est un jeune qui est très focus. Massali, aujourd'hui, voilà, il a été détenu à Forbé pendant 4 années. Quand il est sorti et qu'il a rejoint la Team Yuma, il a opté pour la vidéo. Alors, Massali, aujourd'hui, tout ce que je peux avoir comme, par exemple, tout ce qu'on peut avoir comme information de personnes qui ont besoin de vidéos ou bien de spots ou de choses comme ça, on l'appelle. Comme lui comme Pape Ndiaye, comme d'autres et d'autres. Donc on l'appelle, il arrive à faire des choses. Aujourd'hui, il est en train de réaliser son film documentaire. Il est sur son projet de film documentaire. Ces jeunes-là, aujourd'hui, se penchent sur les jeunes incarcérés, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer au monde, surtout au Sénégal, que la prison n'est pas... Ce n'est pas un échec que d'aller en prison. Ni une fatalité. Voilà, ni une fatalité de le rappeler aux parents, de le montrer aux parents et aux jeunes en leur faisant comprendre que parfois on fait des erreurs, mais on a le droit à une deuxième chance. À montrer qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'il faut savoir tendre la main à ces jeunes-là. Et ils y arrivent, ils s'en sortent aujourd'hui. Ils ont réalisé pas mal de projets avec nous. Par exemple, avec la coopération italienne, ils ont vraiment voulu que ces jeunes-là accompagnent sur des projets qu'on avait en commun. Donc, comme le projet Fodium, qui a été un projet d'émission radio, de capsule radio, de 5 minutes. Bon, à chaque fois, c'était accompagné de capsules vidéo qui aujourd'hui sont passées à la télé, qui sont sur YouTube, la chaîne de la coopération. Et ce sont les jeunes qui ont filmé, qui prennent des photos et qui font le montage, le sous-titrage en français et en italien. Donc aujourd'hui, ça c'est quand même une fierté de pouvoir souvent en parler, quoi. Pourquoi la société a un jugement aussi difficile envers ceux qui ont expérimenté la prison, dans ces prisons où on retrouve pour une grande partie des jeunes? Nous vivons dans une société qui est très particulière, hein, qui est très particulière et qui a ses habitudes, sa façon de faire. Donc, moi, personnellement, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais je pense que on juge trop. On juge trop et on juge trop vite. Et le plus gros problème, c'est qu'on juge, en fait, d'abord. C'est qu'on juge. On juge les gens de par ce qu'ils ont fait, de par ce qu'ils sont, de par comment ils sont, de par même leur manière de s'exprimer, de marcher, de s'habiller. On juge tout. Et le problème principal, il est là. On juge. Et ça limite les gens?
qui veulent s'émanciper, surtout les jeunes qui veulent entrer dans l'âge adulte et s'émanciper? Beaucoup, parce que ces jugements-là, en fait, c'est devenu un baromètre, en fait. C'est-à-dire que les gens, c'est eux qui décident si tu dois continuer à faire ça ou pas. Parce que tellement ils parlent, si tu n'as pas une très forte mentalité, tu n'avanceras pas. C'est le commun des Sénégalais, souvent. Moi, mon problème, c'est la manière que les gens ont de juger, en fait. De juger. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as personnellement expérimenté? Je rappelle que tu es la première femme graffeuse du Sénégal, donc un domaine qui jusque-là était fortement masculin, mais au-delà de ça, est-ce que cela t'a limité d'une certaine manière? Oui, au début, oui. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens, ils te jugent sur ton apparence, sur la taille, sur la corpulence, sur la façon de s'habiller, sur même la manière des femmes de se maquiller, de pourquoi tu portes du rose alors que tu es un homme, pourquoi tu portes du bleu, tu es une femme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et voilà, ils se sont fait... en fait, c'est devenu un grand place, en fait. C'est cette société qui a créé un grand place pour tirer sur les gens, pour juger sur les gens qui veulent devenir quelque chose, qui veulent faire quelque chose. Et ça limite souvent. Si je veux parler de mon expérience personnelle, moi, j'ai failli arrêter le graffiti à un moment donné. Parce que la société juge, tout simplement. Donc, ouais, la première femme, j'étais la seule avec les gars quand on était devant un mur pour peindre une fresque. Donc, au moment où les gars avaient droit à yeah, respect frère, c'est nice, moi souvent j'avais droit à hey, c'est pas comme ça quand tu as un pinceau, c'est pas comme ça quand tu as un rouleau. Bon, c'est très taquin, on sait que le Sénégalais est très taquin, mais limite il te rappelle indirectement que tu es une femme. La question est là à la fin, elle se pose pas, mais le point d'interrogation est là. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est ta place? Ces regards-là, ces questions-là, ce qu'ils te disent, les tracts qu'ils te jettent. Parfois, j'allais même jusqu'à entendre, va faire la cuisine, va aider ta mère à la cuisine, va faire le ménage. En fait, c'est c'est une société limite très machiste, en fait. Alors, oui, il m'est arrivé pas mal de choses comme ça. Et au moment où on devrait se dire que ah mais ouais c'est bien, il y a une femme, il y en aura d'autres, ce serait bien, voilà. Mais non, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toujours un problème qui se pose, une question, des questionnements autour de la place des femmes dans le hip-hop, dans les cultures urbaines, dans la culture en général déjà, parce que bon, aujourd'hui, on en voit de plus en plus, qui font voilà, des choses, qui chantent, qui rappent, qui dansent, qui font du DJing et tout. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu des écoles, en fait. Il y a eu des écoles, par exemple, la première école de DJing a été créée par Africulture Urban avec DJ G-Base qui a formé DJ Zeina, DJ Nina, d'autres DJ. Aujourd'hui, on a DJ Mami, DJ Chanel, voilà. Ça a commencé par là. Donc, leur offrir ce cadre-là, les appeler à venir apprendre, à venir faire ce qu'elles ont envie de faire, à venir expérimenter cette passion cachée-là qu'elles n'osaient pas peut-être dévoiler au grand jour ou dire que ah, j'ai envie d'être DJ. Oh, wow, DJ, t'es sûr, DJ? J'ai envie d'être rappeuse. Quoi? Une rappeuse? Tu sais ce que c'est? Ah oui, parce que c'est un milieu, c'est un mouvement qui a longtemps eu des préjugés. Voilà, pendant très longtemps, nos parents ont toujours taxé ce milieu-là de négatif. Il y a une phrase que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est de dire aux jeunes de ne pas laisser les autres choisir à leur place. Là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, si tout jeune, on commence à te modeler, à te dire ouais, toi demain tu seras docteur, tu vois, il faut que tu sois docteur, tout comme ton grand-père il l'a été, il a fait le Maroc, il a fait la Tunisie, il a fait l'Autriche, il a été docteur, tu seras docteur. Donc dans la tête de cet enfant-là, ah lui il va être docteur, ok, tu es en train de lui
mettre des rêves dans la tête, alors qu'il a ses propres rêves, ce jeune-là, avec lesquels il est censé grandir, il est censé essayer des choses. Cet enfant-là qui va aller à l'école, qui va être, disons, nul en maths après, comment il va être médecin après? C'est-à-dire que tu es en train de briser petit à petit, tu es en train de briser petit à petit une personne sans le savoir. Souvent, on le fait, on n'attache pas une grande importance à ce qu'on dit aux enfants, ce qu'on dit aux jeunes. Toi, tu devrais être ça. Est-ce que c'est à toi de le dire? Est-ce que c'est pas à lui de voir qu'est-ce qu'il rêve de devenir? Tout le monde rêve de réussir. Personne ne rêve de grandir, de rester dormir toute la journée à la maison. Tout le monde veut devenir quelque chose. Maintenant, pour devenir ce quelque chose-là, il faut laisser à ces gens-là la latitude de choisir d'être demain mécanicien ou menuisier ou docteur ou pilote ou artiste ou ceci ou cela, afin qu'ils se façonnent eux-mêmes. Parce que le problème de ces genres d'échecs, c'est qu'on façonne les gens. Quand ils grandissent, quand ils sont là en face du mur, quand ils sont vraiment dos au mur, à ce moment-là, ils ne sauront pas se retourner. Ils vont rester là figés sans savoir quoi faire. Dire à une personne, tu vas faire ça. La personne voue toute sa vie à ça. Va jusqu'au fond, jusqu'au bout, tout en sachant que ce n'était pas son truc. Tu as démoli en fait la personne. La personne est censée reprendre à zéro. Alors que si c'est son propre choix, c'est ce que je dis, tout le monde a le droit de tomber, mais on a le devoir de se relever. Moi, je fais mon choix de faire une chose, j'arrive pas à la faire, mais de ma propre volonté, je vais dire, oh, ça marche pas, je vais faire autre chose. Ça va être beaucoup plus facile que quand on va me dire, fais ça. J'y voue toute ma vie, j'y vais, c'est pas mon truc, c'est mort. Les burn-out et tout, c'est ça. Tu lances un appel à la patience et à la tolérance envers les jeunes. Quel est ton dernier mot en dehors de celui-là? Lancer un appel à la paix. Parce que sans celle-ci, rien ne marche, rien ne fonctionne. C'est-à-dire que la patience envers les jeunes, envers les moins jeunes, envers tout le monde en fait. La patience, la paix et voilà. Cultivons la paix et l'amour dans le monde. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.